de caractériser la mécanique de la section et d'en extraire un certain nombre de modes qui caractérisent la déformabilité de la section dans son plan et hors de son plan. Et bien, ces modes-là vont être utilisés pour écrire ce modèle de déplacement, qui est un modèle de déplacement relativement standard. Toutes les théories d'ordre supérieur de Poutre feront la chose suivante. Et vous reconnaissez d'ailleurs dans cette expression, ici vous avez la translation et la rotation, et donc vous avez le vent, et donc il y a un effet poisson. Mais pour les moments de flexion aussi, il y en a un effet poisson. Et enfin, il y a les distorsions. Alors les distorsions, pour comprendre, voilà, je vous ai fait quelques dessins, voici un effet poisson, associé à l'effort normal par exemple, mais des effets poissons, il y en a pour l'effort normal et pour les deux moments de flexion. Ceux-là, dans le cas homogène isotrope, on les connaît plus ou moins. Mais dans le cas composite, chacun des efforts intérieurs, et les 6 que nous connaissons, 2 efforts tranchants à l'effort normal, 2 moments de flexion et 1 moment de torsion, eh bien les 6 peuvent conduire à des effets poissons, à cause justement des couplages. Autre chose pour les gauchissements, on peut en détecter au moins 6 dans le cas composite aussi, parce que tous les efforts intérieurs peuvent conduire à des gauchissements. Et enfin, ces modes de poisson et ces modes de gauchissement ne sont pas suffisants pour aller traiter un profil mince. Quand la section est pleine, on peut encore s'arranger, mais quand il s'agit d'une section mince, il nous faut encore autre chose. Il nous faut les distorsions du profil. Voici ce que j'appelle une distorsion du profil. C'est le fait qu'il change de forme dans son plan, ou encore qu'il fléchisse autour de lui-même. C'est une sorte de flexion locale de chacune des branches. Bien. Et donc, il va nous falloir aussi un certain nombre de modes de distorsion simple. Bien. Maintenant que l'on a ça, alors où est-ce qu'on va aller chercher tout ça? Eh bien, on va aller extraire toutes ces caractéristiques mécaniques de section, dont les déformabilités de la section, du calcul effectif de la solution tridimensionnelle de Saint-Venant. Alors, pourquoi aller les chercher dans la solution de Saint-Venant? En fait, la raison est simple. Si vous vous écartez, et si la poutre est suffisamment longue, on est d'accord que cette fameuse solution tridimensionnelle de Saint-Venant représente la solution exacte loin des bords. Et parce qu'elle représente la solution exacte loin des bords, elle traduit nécessairement la physique de la section et son comportement. Et il se fait que d'un point de vue mathématique, l'expression de la solution tridimensionnelle de Saint-Venant, c'est qui ne dépend que de la section forme et matériaux. Parmi ces caractéristiques se trouvent justement les modes de déformation de la section hors de son plan et dans son plan. Mais il n'y a pas que ça comme caractéristique. Et donc le point clé de cette affaire-là, c'est d'être capable d'aller les chercher dans la solution de Saint-Venant. Alors voici l'expression de la solution de Saint-Venant. Elle s'écrit de la manière suivante. Les champs de contrainte sont combinaisons linéaires des efforts intérieurs qui fait apparaître des champs de contrainte de section, ceux-là en bleu, qui ne dépendent que de la section. Dans le champ de déplacement de Saint-Venant, ce n'est pas un modèle cinématique, c'est le champ de déplacement de Saint-Venant. On reconnaît ici la forme mouvement de solide rigide et déformation de la section. Eh bien, la déformation de la section est combinaison linéaire des efforts intérieurs et des quantités bleues qui ne dépendent de la section et dans lequel nous allons chercher les modes. Et enfin, ça nous donne aussi, la solution de Saint-Venant nous donne aussi le comportement généralisé, qui est la matrice C6 qui relie les efforts intérieurs aux déformations. Et ça encore, c'est une caractéristique de section. Au bout du fil, nous avons détecté toutes ces quantités bleues, extraites de la solution de Saint-Venant, et qui nous donnent toutes les caractéristiques qui ne dépendent pas du problème ni du chargement, mais uniquement de la section. Il nous reste les distorsions. Nous allons les chercher comme ça. Il s'agit maintenant, on va rajouter une charge latérale. Il faut savoir qu'il existe une solution de Saint-Venant avec charge latérale. Elle est fournie par Liaison 76. Et bien qu'elle est utilisée. Et elle nous donne dans le champ de déplacement un terme supplémentaire qui est là, et qui est dessiné ici, et qui est une forme de distorsion simple, que je considère comme une forme de distorsion simple, qui est associée à la charge latérale et à sa localisation. Alors au bout on peut calculer plusieurs modes de ce type-là en venant fléchir chacune des branches si on en a envie. Et donc ça fait 5 modes dans ce cas-là. On aurait pu en chercher plus, plutôt que de prendre 5 ici, on aurait pu en prendre un peu plus là. Bien. Alors au bout du compte, ces caractéristiques de section, je les résume ici. La loi de comportement C6 qui permet d'avoir une idée du comportement global de la poutre, les champs de contrainte de section, les déformabilités de section dans son plan et hors de son plan, et les distorsions. Alors, nous avons mis une méthode numérique au point Zinzel et moi en 2002 qui permet de manière très économique de calculer toutes ces caractéristiques en ne traitant qu'une série de problèmes posés uniquement sur la section, et c'est par cela que c'est économique, que nous le faisons par élément fini de D. Il ne s'agit pas de problème de D, de contrainte plane ou de déformation plane, c'est autre chose. Alors, évidemment, tout ça ne se traite pas à la main, il a fallu prendre un outil qui va avec.
Je vais appeler ces sections comme composite section, qui pour une section donnée, forme et matériaux, calcule toutes ces caractéristiques de manière automatique. C'est un outil fait sous MATLAB. Alors, je voudrais ici vous dire quelque chose de très important pour le comportement global de la poutre. Le problème du couplage, pour vous montrer qu'il est déjà là, si vous regardez la matrice C6, cette matrice C6 dans le cas composite peut être pleine, complètement pleine, et elle est diagonale que dans de rares cas. Et donc tous les termes hors de la diagonale sont des termes de couplage. Quant aux contraintes qu'on a l'habitude de mettre 4 zéros ici en homogène isotrope, dans les composites c'est terminé. Alors voici un exemple de section, une section que je vous ai indiquée. Voici des champs de contraintes associés par exemple au moment de flexion autour de l'axe X pour la contrainte axiale. On les a là, dans le détail, par matériau. Voici le champ de cisaillement associé à un effort tranchant. On les a dans le détail, mais on peut aller voir chacun des efforts intérieurs et pour chaque effort intérieur, chacune des composantes des champs de contrainte. Voici les déformations de Poisson, ceux du gauchissement et quelques modes de distorsion. Bien, un autre cas, une section composite stratifiée pour vous montrer la qualité des résultats en contrainte. Voici le comportement global. Il y a deux couplages qui sont connus pour les symétries miroirs. C'est une flexion, c'est une traction, flexion et une flexion, torsion. Et voici un des résultats les plus importants de cet outil, c'est de donner justement pour un effort tranchant une répartition de cisaillement qui vérifie la continuité des contraintes aux interfaces et la nullité au bord. Ce résultat est quasiment unique. C'est très éloquent quant à la qualité des résultats. On n'a pas l'habitude qu'un effort tranchant donne des contraintes axiales, et ça les donne aussi parce que nous sommes dans un cas composite. Bien, dernier point, c'est l'effet de bord libre. Pour ce qui est des contraintes d'effet de bord libre, les gens connaissent peut-être ces phénomènes-là. Si vous prenez un stratifié et que vous tirez dessus, eh bien, entre les 0 et 90, vous regardez à l'interface, les contraintes interlaminaires viennent exploser pour une contrainte d'arrachement selon Y. Ce phénomène est déjà contenu dans Saint-Venant et on a accès à ça avec un grand détail. Voilà les effets Poisson et les gauchissements pour un cas composite. Vous voyez que c'est très biscornu. On en arrive, je conclus sur cette affaire-là. C-section est un outil qui est capable de donner tout ça et ça permet de traiter une poutre. Je reprends le modèle qui est là, il suffit de les injecter pour avoir la solution. Alors, je vais directement passer à cet exemple-là, il est traité, voici les modes. On l'introduit dans un nouvel outil qui s'appelle CBIM, qui traite la poutre connaissant toutes les caractéristiques de la section. On peut bloquer au droit de la section encastrée non seulement les rotations et la translation, mais aussi les déformations de la section pour réaliser un vrai encastrement. Voici la solution classique tridimensionnelle, théorie classique de poutre. Et voici la solution fournie par ABT. Notez qu'ici, il y a vers l'encastrement un gauchissement important et c'est normal. La courbure s'était faite et la forme de l'effet libre n'a pas changé. Par contre, de l'autre côté, vous remarquerez que la section est encastrée réellement et que vous avez ici une distorsion du profil due à la localisation de la charge qui est ici. Je ne sais pas si vous l'avez remarqué, il y a une charge qui agit uniquement sur le bord droit. Bien, on peut aussi aller voir au niveau des contraintes à l'encastrement. Voici une théorie classique, ce que ça donne comme répartition. Voici la répartition donnée par ABT. Elle est directement comparable à un tridimensionnel élément fini. Et les résultats sont vraiment du simple au double au niveau de la contrainte maximale, pour une répartition différente. Voici enfin le cas avec une comparaison avec les calculs 3D. Je vais comparer la variation des contraintes dans la peau et dans le cœur, pour cette flexion-torsion. Voici les déplacements en 1D et 3D, et voici les résultats. Vous avez ici Saint-Venant en bleu qui ne distingue pas la partie gauche de la partie droite, parce que c'est de la... Et par contre, voici la solution 3D, élément fini, la solution en noir. Voici là, au moins via une poutre composite qui est quand même l'élément de structure le plus simple. Et ça peut aussi servir à faire des analyses de tests quand on fait des tests sur des matériaux composites, puisque fatalement, les éprouvettes ont la forme d'une poutre. Voilà, je vous remercie. Merci, Sylvanie. Donc, 26 minutes. Merci aussi pour le respect du temps. Alors, quelques questions? Je remercie le professeur. Donc, j'ai eu l'occasion de discuter de ça avant, mais j'ai quand même une question. C'est en fait, je demande à m'expliquer si c'est correct ou non. Pour la base que je disais, est-ce que ça a une relation avec la base modale du préparatoire?
C'est pas les modes propres, Non, ce n'est pas du tout les modes propres. Il ne s'agit pas de partir, il ne s'agit pas de prendre la section et par exemple et d'essayer de trouver les modes propres de vibration de la section, par exemple. Donc, ce n'est pas le cas. Il s'agit vraiment des modes qui sont, que j'appelle modes, mais simplement c'est la forme de la déformation de gauchissement ou de poisson que j'extrais de Saint-Venant. Pour moi, ils ont une pertinence importante parce que ce sont les effets prépondérants puisque les efforts intérieurs classiques que nous connaissons, les 6, nous savons qu'ils sont prépondérants et leur effet est important. Parce que la question que je me pose, c'est que quand on dit mode, moi j'ai en tête, c'est en fait une base de projection. Et les pétalies sont les coordonnées dans cette base-là. Et les modes que je sais, c'est les modes modales. Ce n'est pas les modes dans le cadre d'une analyse modale du truc. Voilà, c'est tout. Voilà. Je les appelle modes de déformation aussi. Olivier. Bien, d'abord une remarque. Les effets de bord peuvent être totalement dominants, dans certains cas en particulier, lorsqu'un stabilité avec une boule d'élastogère. C'est l'élastogère quasi incompressible. C'est ça qui fait que l'effet de bord est dominant et que la solution circulaire ne vaut rien. Par contre, une question maintenant. Dans les fonctions qui enrichissent le déplacement à l'intérieur de la section, que ce soit dans le sein de la section ou en dehors de la section, tu as fait des choix assez enrichissants pour la distorsion, mais on pourrait en faire d'aussi enrichissants pour ce qui est des deux autres Poisson et gauchissement. Poisson et ok. Il y a quand même un choix a priori. Oui. Est-ce que tu peux commenter ce choix En fait, bon, il y a effectivement un choix a priori. Pour l'expérience que j'ai des poutres, je sais quelle est à peu près la valeur et la pertinence qu'il y a quant à ce choix-là à cause pour les gauchissements et les effets poissons. Ils sont associés en fin de compte aux efforts intérieurs qui sont les efforts intérieurs prédominant le comportement généralisé de la poutre. Et donc ils sont les premiers à être présents. C'est très très important. Et donc c'est cela que je prends. Maintenant j'ai rajouté les distorsions parce que pour les poils filmages je ne peux pas m'en passer. Maintenant si je regarde les expériences que je fais sur les différents cas de poutre que je traite, on arrive à dégager avec ces modes-là de gauchissement, ceux de poisson et ceux de distorsion, à avoir quasiment, dans une solution intérieure en tridimensionnel comparable à des éléments finis, qui jusque-là n'a pas remis en cause ce choix. Maintenant, il est possible que pour certains cas très particuliers de section, qu'il faille en plus injecter éventuellement d'autres modes, mais ça, on le verra en temps utile, on va dire. Mais pour ce qui concerne un outil que je destine à un ingénieur lambda, on va dire, voire à un technicien, pour lequel on peut s'imaginer que ce sera une boîte noire qu'il utilisera de manière systématique. Il n'aura pas trop, on va dire, trop de problèmes à se poser au départ, quant à l'apprentissage du logiciel en tout cas, et il va déjà avoir une idée relativement réaliste de ce qui va se passer par rapport à l'idée qu'il se faisait quant à la RDM qu'il utilisait. Ok, je comprends très bien. Juste une toute petite dernière question. Bon, il faut toujours faire le choix. C'est tout à fait d'accord. Ce serait bien d'avoir un petit outil qui, a posteriori, vérifie que le choix est raisonnable. On n'oublie pas des choses. Alors, soit vous augmentez le nombre de modes que vous gardez, soit vous faites des comparaisons avec d'autres résultats, soit vous jouez sur la longueur. Mais il y a encore un autre phénomène dont je n'ai pas parlé ici parce que ce n'était pas l'occasion. Mais derrière ce calcul, il y a encore une autre étape. Pour aller chercher un peu mieux les effets de bord, justement, il a déjà prévu, enfin, il s'est même déjà fait, de faire la connexion 1D, 3D. C'est-à-dire qu'à chaque fois que tu es près d'un bord, qu'il y a une singularité, de manière locale, tu fais du 3D. Et que par ailleurs, tu utilises ce type de théorie de poutre qui est relativement fine, et de faire la connexion avec les deux, et je le fais en assurant la continuité des déplacements pour tous les points. Et en faisant ce genre de choses, je ne vais pas montrer l'exemple ici, mais il y en a, et on peut quasiment sauter sur la solution 3D.
Et donc ça permet, et en fait en jouant sur cette distance-là, on peut voir si on est bon ou mauvais. Un petit peu, où est-ce qu'on fait la connexion en D3D, ça c'est encore un problème ouvert pour nous. Vu le temps est parti, on va se limiter à 2 autres questions. Je vais être très court alors du coup. Il y a beaucoup de choses à dire, d'abord bravo pour l'exposé. Et puis je trouve que ce que vous faites est très utile pour la pratique courante. Tu l'as bien délimité, l'usage qu'on peut faire de temps. Il y a, certains disent que la grammaire est généralement source de conflit. Parce qu'on ne s'entend pas sur les entendements, sur les choses typiquement, pour vous donner un petit exemple, c'est quand tu raccroches un langage effet de bord, alors que quand on est dans les composites, les effets de bord viennent un peu partout, me semble-t-il, autour des interfaces. Le mot qui généralise les bords, c'est les interfaces. Et là, il y a quand même des choses à se poser par rapport au discours général. L'autre chose qui est de nature, j'ai une structure qui est lancée, sans qualifier exactement ce qu'est l'évolution. C'est pareil, c'est-à-dire qu'à l'intérieur de cette structure énoncée, on va trouver d'autres dimensions qui vont nécessairement nous poser une question de rapport de longueur et de nouveau des représentations en termes d'élancement à préciser. Enfin, peut-être pour te donner l'occasion de cette commentaire, c'est quand même des choses qui se font au niveau de la réduction du modèle. Et je crois qu'il y a un lien à établir scientifiquement qui serait intéressant entre ce que vous faites et ce qui se fait par la PGD. Parce que l'on que ça représente. En fait, c'est en particulier le lien avec la PGD qui me titille, on va dire. Alors j'ai des réponses à vos premières interventions. Juste une réaction à tes premières interventions sur les effets de bord. On n'a pas besoin d'être nécessairement près du bord et que les autres sont aussi dominants. Alors, je peux te dire que les effets de bord sont en particulier dominants près des appuis, et ils peuvent être dominants ailleurs à cause justement des rapports qu'il y a entre chaque chose, entre les récités. Alors justement, j'en reviens aussi à la question d'Olivier de tout à l'heure, quant au mode que j'injecte. Il faut savoir que les modes de gauchissement, de poisson, de distorsion, ils sont propres à la section et ils rendent compte déjà, parce qu'elle est faite que pour elle, de sa forme et des contrastes de rigidité et des anisotropies. Et quelque part, tout cela est déjà contenu dans les modes, en tout cas de gauchissement et de poisson et de distorsion. Quelque part, l'information existe déjà pour un premier jet. Ça, c'est quelque chose d'important. Quant aux contraintes et aux interfaces, ici, pour l'instant, c'est une liaison complète, on ne se soucie pas des interfaces et on fait de la RPM pour l'ingénieur. Mais déjà, quand vous regardez les contraintes auxquelles on a accès aux interfaces, telles que l'effet de bord libre, telles que dans les caractéristiques de la section, je vous l'ai montré pour l'effort tranchant, obtenir déjà avec un outil relativement simple la continuité des cisaillements pour l'effort tranchant, aux interfaces et la nullité aux extrémités, ça ne court pas les rues. Et je dis que mettre entre les mains de l'ingénieur un outil déjà aussi performant pour un calcul aussi rapide, on parle de quelques secondes pour traiter tant une section qu'une poutre, c'est ce pas-là que je fais faire à l'ingénieur. Je ne dis pas qu'il est suffisant, je lui dis simplement et je prétends qu'il est important. L'effort que ça prend pour arriver à faire ne serait-ce qu'un petit code avec une très belle interface point de vue post-processeur et exploitation des résultats. Je voulais juste vous demander, donc, je vous encourage à continuer sur cette voie dans un pays où l'expérimental ça devient de plus en plus difficile de faire de l'expérimental parce que ça ne dépend pas seulement du chercheur, ça ne dépend pas seulement de l'étudiant qui est encadré, ça dépend beaucoup plus du contrôleur de dépenses, puis ça dépend beaucoup plus de toute la machine administrative entre le moment où un laboratoire décide d'acheter un appareillage et le jour où cet appareillage est installé et qu'il est fonctionnel dans ce laboratoire. Donc, mais je voulais savoir combien de temps ça vous a pris. Est-ce que je suppose que ça a été fait à travers des masters et des doctorats et des choses comme ça, et combien d'années à peu près entre donc je pense que la base théorique de ce travail a été publiée en 2002, c'est ça, et aujourd'hui donc j'ai vu la version bêta 2013, donc il y a quand même 11 ans
Je voulais savoir combien d'années ça vous a pris, combien vous avez pu investir, point de vue temps et point de vue encadrement pour arriver à ça. Alors je vais vous dire, j'ai commencé à travailler sur les poutres en l'an 2000. Alors, vous savez que la recherche est un peu structurée en 99 au niveau laboratoire, et jusque-là je ne faisais pas réellement de la recherche, je faisais juste de la veille, je faisais de la veille scientifique, on va dire ça comme ça. Hein. Et donc je me suis relancé à partir de 2000 sur les poutres, à l'issue d'ailleurs d'un article de Pierre Ladrez qui était sur la théorie exacte des poutres. Moi qui suis enseignant de RDM, ça m'a évidemment titillé. Et je suis parti sur ce qu'il faisait et j'ai attendu les choses et j'ai mis en œuvre numérique et j'ai attendu à cette théorie de poutres. Ça a commencé à cette date-là, mais il y a eu à peu près une dizaine de publications jusqu'à aujourd'hui sur cette affaire-là. Et la programmation et l'outil de calcul, j'y suis venu parce que sinon le travail serait resté dans un coin, vu que c'est assez complexe en mécanique, mathématique et numérique, que ça n'est pas à la portée de tout un chacun, et donc de deux choses l'une. Soit ça reste sur les papiers, soit on en fait un outil utilisable par les autres. J'ai fait le pas de le faire, et j'ai commencé ça à peu près en 2010. Alors, je vais me faire de la pub, hein, vous me permettez. Donc j'ai créé une boîte d'ailleurs pour le commercialiser, et vous aurez la démonstration de l'outil logiciel tout à l'heure pour ceux qui le souhaitent. Cet outil a été commercialisé. Il va l'être tantôt, le site est quasiment prêt et ça va rentrer en œuvre très bientôt. Voilà.